Bonjour, Patricia Robert. Bonjour Mathilde. Ravie de t'accueillir sur ce sommet leader du 21e siècle sur la reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. Moi, je suis ravie d'être là et merci beaucoup pour cette invitation. Avec grand plaisir, j'ai trouvé que le titre de ton livre, axé sur le fait d'être libre, de créer sa vie et d'aimer ce qu'on aime, était complètement en phase avec ce thème, puisque là, c'est vraiment un thème aussi sur la liberté entrepreneuriale. Mhm. Et justement, toi, quel a été ton parcours? Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases au public pour qu'ils sachent un peu justement qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Qu'est-ce que tu avais envie de partager à travers ce thème? Alors, ce livre, il est arrivé plus ou moins, enfin, dans les toutes premières années de mon parcours d'entrepreneur, justement. Mais pour remonter un peu plus loin dans le temps et retracer ce parcours-là, il se fait que je suis devenue, enfin, j'ai commencé à créer réellement ma vie 35 ans passés. Je veux dire que les 35 premières années de ma vie, je les ai passées à essayer de rentrer dans le moule de ce que j'avais vu autour de moi, de ce que j'avais vu dans mon enfance, mon éducation, etc. etc. Et c'est depuis toute petite, je peux dire que je sentais bien que je n'avais aucune attirance pour ce moule-là, que c'est pas là que je pourrais m'épanouir. Et en même temps, j'étais dans une famille très, très normative avec il n'y a que ça qui existe et ça, c'est la recette du bonheur. Donc, moi, je me sentais attirée vers autre chose, mais en même temps, je n'avais pas de modèle vers autre chose. Et en même temps, on me disait que c'était ça le bonheur. Donc, il fallait quand même que j'arrive à rentrer dans ce fameux moule, sinon j'étais condamnée au malheur. En gros, c'était ça. Mais sauf que c'est comme cette fameuse pièce carrée qu'on essaye de faire passer par un trou rond, ça fait mal dans les angles. Et donc, je me suis fait mal pendant des années, à essayer de rentrer dans ce moule, en vain, évidemment. Euh, et que du coup, à un moment, à 35 ans, ça a été la crise de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait que j'ai vraiment une espèce de rébellion qui vient et qui dit, mais j'en ai marre de me faire mal, j'en ai marre d'essayer euh, de m'adapter à un monde qui ne me correspond pas. Tu Et étais dans quel monde pour que les gens te situent un peu plus dans quel cadre professionnel tu évoluais? j'avais déjà changé plusieurs fois auparavant. En fait, quand est arrivée la fameuse question à la fin de la scolarité, de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, c'était, je veux m'amuser. Et quand je disais ça, ça a créé des réactions assez étonnantes de consternation, en fait. Tu veux t'amuser, c'est égoïste, c'est superficiel, c'est tout ça, tout ça. Bon. Et donc il fallait trouver une réponse un peu plus sérieuse, mais j'avais pas de réponse plus sérieuse. Cela dit, il fallait quand même que je sache ce que j'allais faire comme études. Et donc j'ai choisi des études plutôt par rapport à leur contenu. Ce que je préférais à l'école, c'était la littérature. Donc j'ai étudié ce qu'on appelle en Belgique les romanes. Comment est-ce que vous appelez ça en France? Je ne sais pas si tu as l'équivalent du coup. De- Euh, Par rapport à la littérature romane? oui, Non. Enfin, je non. le savais pourtant, hein. Mais c'est la voie royale pour devenir prof de français, de latin, Ah, c'est peut-être de Cagne et lycée. Hippocagne, parce que moi j'étais en maths sup, maths spé. Alors moi c'est la voie scientifique, donc c'est vrai Ah que. ouais. Mais en France, la voie royale pour cette carrière enfin, vers la littérature, etc., c'était Cagne et Hippocagne. D'ailleurs, dans mon lycée parisien, il y avait des très hauts niveaux de Cagne et Hippocagne qui me faisaient rêver d'ailleurs, parce que j'ai trouvé tellement plus intéressant que les matheux. Il Mais bon, n'empêche que tu es partie vers la science quand même. oui. Sympa. Mais donc voilà, j'ai fait ces études-là par amour pour la littérature, mais avec une certitude, c'est que je ne serais pas prof parce que je ne me voyais pas du tout dans l'enseignement. Et puis, donc, quand j'ai terminé mes études, j'ai cherché un boulot un peu en ouvrant le journal, en regardant les petites annonces. Et un jour, je tombe sur une annonce où ils cherchent un universitaire sans,
sans préciser autre chose et donc j'ai postulé là, en ne sachant même pas où je postulais, en fait et puis je me suis rendu compte que je postulais dans une boîte qui faisait des dessins animés. Je me suis dit: «Oh, ça va être marrant ça» et ça a été marrant, on va dire 2 mois, le temps que je découvre un peu, cet univers des dessins animés, parce que j'aimais beaucoup les dessins animés, je savais pas du tout comment ils étaient fabriqués. Donc j'ai découvert ça et tant que je découvre et que j'apprends, moi je suis très bien. Mais après, c'est le côté routinier qui a beaucoup plus pris le dessus. Mmh. Alors, cette boîte a fait faillite au bout de 9 mois où j'y travaillais. Moi, ça a été libération. Mais sauf que, en fait, j'ai pas eu l'imagination nécessaire pour faire autre chose que repostuler dans le même genre de boulot. Et donc, je me suis retrouvée dans une société de production audiovisuelle. Donc, ils faisaient pas des dessins animés, qui faisaient des films, mais voilà. Et j'ai tenu là quelques années, mais vraiment avec cette sensation que ce mode de vie où on travaille 5 jours semaine, de 9 heures à 18 heures et qu'on a 20 jours de congés par an, moi, c'était et on vit quand? Mmh. Ah oui, quand on est pensionné, c'est vrai, mais ça me semblait un peu loin, quoi. Et donc, il y a un moment où, bah, en pleine crise, je me suis dit: «Il faut que je trouve autre chose vraiment» et si j'allais quand même voir du côté de l'enseignement. Parce que les horaires sont un peu moins routiniers, parce qu'il y a un peu plus de vacances. Je me suis dit: «On va tester» et je suis arrivée dans l'enseignement avec, à mon grand étonnement, énormément de plaisir. J'ai adoré, heu, j'ai adoré l'enseignement, le la transmission, j'ai adoré, le contact avec les élèves, j'ai adoré le côté créativité aussi, le fait de préparer des cours. C'était passionnant, mais hem, enfin, il y a pas un mais tout de suite, mais il se fait que dès que j'ai démarré, je me suis dit: «Waouh, c'est chouette», mais il y a comme une petite voix qui s'est allumée directement en disant: «Oui, c'est très bien, mais 10 ans». Alors quand il y a la petite voix qui dit: «Ouais, 10 ans, ça va, on a le temps de voir venir». Sauf Mmh. que à la 8e année là, il y a la petite voix qui revient et qui dit: «On avait dit 10 ans». Moi je dis: «Tu avais dit 10 ans». Moi, je dis, «J'ai un emprunt à rembourser, j'ai des factures à payer», je dis, «Salaire, sécurité», tout le machin quoi. Mmh. Bon, bah, donc ça s'est terminé en burn-out, hein. Quand on se bat comme ça à l'intérieur, ça se Ouais. manifeste, par des symptômes tels que celui-là et c'est là, la fameuse crise où j'ai dit: «Mais maintenant, c'est fini, j'arrête». J'arrête de me faire mal, j'arrête d'essayer de m'adapter et et je crée tout à fait autre chose. Mais Mmh. j'avoue que je n'ai aucune idée de quoi. Mmh. C'est juste que je suis tellement quelque part en colère, peut-être contre la vie, mais certainement contre moi aussi, que je dis: «Je ne veux» c'est vraiment une décision très claire que j'ai prise à ce moment-là, je ne ferai plus rien Mmh. qui ne soit facile et qui ne fasse waouh. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas si ça existe, de vivre selon ce qui est facile et qui fait waouh. Mais donc je décide de tester parce que le reste, j'ai testé 35 ans, Mmh mh. j'en ai marre. Et comme je n'ai aucune idée de ce que c'est, je décide que je ne ferai rien tant qu'il y aura pas, l'illumination, l'idée géniale, qui m'amènera vers. Mmh. Et finalement, bah, l'illumination elle est arrivée assez vite. Il y a un moment où je me suis dit: «Mais» donc j'ai pris une année sabbatique, parce que j'ai décidé que je ne ferais plus rien. Hem Et on est au début de cette année, quand je me dis: «Mais au fond, il y a des années, j'ai découvert la kinésiologie» et quand je suis rentrée pour la première fois après ma première séance de kinésio, je me suis dit: «Mais c'est ça que je cherche depuis toujours. Je trouve ça juste fantastique» et je m'étais renseignée à ce moment-là sur les formations et tout ça et je m'étais dit: «Waouh, c'est un fameux budget et puis j'ai pas le temps, donc ça peut pas se faire». Là, j'ai le temps puisque j'ai pris une année sabbatique. L'argent, si c'est juste, il viendra, il sera là et donc je me suis lancée comme ça dans une formation pour devenir kinésiologue et Faut ça quand même fait avoir de la foi, hein, pour se dire, l'argent, si c'est juste, il viendra. C'est un sacré état d'esprit quand même, à avoir que tout le monde n'a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené justement à avoir cette foi, cette confiance en toi, en la vie ou c'est quelque chose que tu avais, dès toute petite en fait? non, pas du tout parce que je suis, aussi née dans une famille où j'ai beaucoup absorbé, la peur du manque et Mmh. l'argent, ça se gère, ça se place, il faut faire des économies pour ceci, des économies pour cela. Enfin moi j'avais l'impression que la vie c'était, synonyme d'économie, quoi et Mmh. en plus on économise pour ses vieux jours, mais comme on ne sait pas quand on va mourir ni comment,
on n'est jamais à l'abri. Donc l'insécurité financière, je la connaissais à fond. Mais là, bon, j'avais une petite réserve qui me permettait de voir venir, qui me mettait en sécurité, même si c'était limité dans le temps. Mais je crois que c'est cette colère, en fait, qui m'a vraiment amenée à ça. Parce Mmh. que cette question de la foi, je suis d'accord avec toi, mais si je prends mon parcours, parce que donc j'ai démarré les cours de kinésiologie, je me suis installée comme kinésiologue, et puis là, quelque part, j'avais cette tendance à croire qu'une fois que je serais kinésiologue, je vivrais de ma passion, et c'est un peu le happy end, là, le truc des Oui, contes de fées où elle fut heureuse toute sa vie, etc. Sauf que ça s'est pas passé comme ça et que finalement cette vie d'entrepreneuriat, je la trouve passionnante parce que j'ai un peu, compris son fonctionnement, c'est que ça bouge tout le temps, en fait. Parce que quand j'ai commencé à avoir des clients qui venaient pour faire des séances de kinésiologie, il y a aussi un moment où je me suis dit: «Mais, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de me programmer une vie où je vais recevoir des personnes à longueur de journée, 5 jours par semaine». mmh, Hem J'ai pas quitté le monde du salariat pour me retrouver dans exactement le même fonctionnement. Donc il va exactement, falloir oui. trouver d'autres solutions. Et c'est là que ça se cherche, etc. Et que donc ça bouge tout le temps et donc c'est passionnant. Mais pour revenir à cette question que tu posais, parce que je la trouve intéressante et importante, que tu faisais référence au début à mon livre, dont le titre c'est La liberté d'être soi, la liberté de créer sa vie. Donc il y a beaucoup de liberté là-dedans. Oui. Et il se fait que la liberté a un ennemi Mmh. mortel. Je ne sais pas si tu vois de qui je veux parler. La peur, non? Non, c'est pas ça? Oui, la pomme et donc je dirais la sécurité. Oui, bah, oui, tout à On ne fait. peut pas vouloir la liberté et chercher la sécurité. Mmh. Et ça fait partie, c'est vrai, du monde aussi des entrepreneurs. J'entends souvent le mot liberté. Souvent, il ne va pas seul. Il Oui. voyage toujours accompagné du mot financière. Enfin, très souvent, on entend ça. Je veux la liberté financière parce que j'ai l'impression que quand j'aurai la liberté financière, à savoir des revenus récurrents qui tombent tout seuls, là, je pourrais voyager, je pourrais faire ce que je veux. Oui. Et pour moi, en tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. Ça dépend, en fait. Je vais faire une caricature, forcément, ça va être trop court ce que je vais dire là, mais en gros, il y a un peu deux types d'entrepreneurs. Mmh mh. Il y a les entrepreneurs qui veulent trouver ou créer un produit qui va leur rapporter beaucoup d'argent et peut-être même leur apporter cette fameuse liberté financière. Mmh mh. Et donc, quelque part, pour moi, ce type d'entrepreneur-là, l'objectif, c'est d'épanouir leur compte en banque. Mmh. Et ils se disent que parce que leur compte en banque sera épanoui, ils vont pouvoir être heureux. Ouais. Et puis l'autre type d'entrepreneur, c'est ceux qui sont un peu plus ambitieux que ça, parce qu'ils veulent s'épanouir sur tous les plans de leur vie. Mmh. Et du coup, ben, ces personnes-là, le produit, c'est eux-mêmes, en fait. Parce que c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils ont d'unique à apporter, c'est leur talent, c'est leur énergie, etc., qui est leur produit, qui est ce qu'ils vont vendre. Et donc forcément, ben, ça change tout le temps. Et ça Mmh. vient à l'encontre du premier type où l'objectif n'est pas gagner de l'argent. L'objectif est euh, m'épanouir, me développer, faire de mon mieux. Et l'argent est la conséquence, pas le but. Oui, oui. Après, je suis pas sûre que les personnes, en fait, c'est qui veulent, cette liberté financière, ils cherchent réellement à mais je suis d'accord avec toi, que c'est un leurre. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce qu'ils vont avoir la liberté financière, ils vont pouvoir justement se réaliser comme tu dis. Alors que toi, ce qui est intéressant dans ce que tu proposes, c'est que tu dis: «Non, c'est parce que vous allez vous réaliser que vous allez avoir la liberté financière». Donc C'est ça. c'est dans l'autre sens et je trouve ça très intéressant. Parce que c'est peut-être justement la voie, en fait, qui permet d'accéder, la réelle voie qui permet d'accéder à la liberté financière, c'est d'abord de se sentir libre soi-même intérieurement, de créer sa propre voie, de créer son propre bonheur et naturellement, la liberté financière va advenir. C'est ça.
parce que ça demande de se décharger des peurs et peut-être des schémas qu'on a reçus par rapport à la sécurité, les économies, le fait, l'argent qui rentre, tous les mois, et cetera, et cetera. Donc c'est un parcours qui est très exigeant, mais, Mmh. je dirais même ambitieux, mais en même temps qui est passionnant. Où, où c'est une réalisation de notre être profond, l'objectif, et l'argent étant la conséquence. Tout à fait et c'est très intéressant parce que ça nécessite justement, comme tu le dis, une profonde transformation intérieure et quelles sont pour toi les clés de cette transformation intérieure justement? Est-ce que tu penses qu'il y a certaines clés ou enfin, comment tu conseillerais à quelqu'un justement, qui cherche à se trouver, quelle serait pour toi la voie? Ou s l Alors une voie, le en tout cas les tiennes? mot-clé, il peut m'embêter parce que, j'ai parfois l'impression alors qu'on fonce dans des recettes magiques et Mmh je mh. pense que c'est à la fois plus magique, à la fois plus compliqué que ça. Et de nouveau, j'en reviens alors à ce mot liberté. Je ne sais pas si tu as un peu lu Dostoïevski, mais dans Les Frères Karamazov, il y a un passage comme ça où, il y a une petite histoire où Jésus revient sur terre Mmh. et assez étonnamment, les gens le reconnaissent. Donc ils comme s'il venait sonner à ta porte, ils disaient: «Oh, mais c'est Jésus» et hem et donc ils le reconnaissent et donc ils ont tout de suite tendance à vouloir le suivre, comme, maître spirituel qu'il est. Mmh mh. Mais quand même, il dit des choses, bon, et ils le conduisent devant le grand inquisiteur. Donc l'inquisiteur, c'est celui qui décide de, en fonction de ce que tu racontes, etc., si tu corresponds aux normes et aux règles de l'Église, parce que sinon tu te fais excommunier. Et le grand inquisiteur soumet Jésus à plusieurs tentations, enfin bref, et à la fin il lui dit mais c'est juste pas possible. En fait, ce qu'il dit, c'est que Jésus demande aux hommes des choses surhumaines. Et dans les choses surhumaines que Jésus enfin, demande ou donne aux hommes, il y a la liberté, cette Mmh. notion de liberté. Et au fond, ce que Dostoïevski amène là, c'est que les hommes ne veulent pas la liberté, c'est quelque chose qui les effraie, qui est trop grand pour eux, qui est trop vaste. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et que donc, ils vont toujours avoir envie de se raccrocher à des gourous, enfin, que ce soit des prêtres, que ce soit des coachs, que ce soit plutôt que de faire le chemin moi-même, je vais comme remettre ma vie entre les mains de quelqu'un qui va me dire qui je suis. Dis-moi qui je suis, et là, je vais t'adorer et je vais te suivre parce que tu vas me dire qui je suis, tu vas me dire ce que je dois faire, et je m'en remets à l'autre. Donc, clé, etc., à part faire son propre chemin, parce que Mmh je mh. parlais de moule tout à l'heure et je pense que on a ça, surtout si on veut aller se réaliser par rapport à notre être profond est unique, le chemin pour aller vers lui est unique. Maintenant, s'il y avait une clé à donner quand même, ce serait la joie. La joie, très intéressant. Ouais, ouais. Qui te donne Comme, de la joie. Ouais, bah et recherche ta joie. Ça me fait penser d'ailleurs à une citation, je mets plus la personne qui l'a dite, mais je sais pas si ça te parle, cette citation: «Va et recherche ta joie» ou quelque chose, comme bah ça. oui, et on pourrait même la compléter: «Va recherche ta joie et c'est ce que tu trouveras, c'est toi». Mmh. Hem, la joie, c'est notre émotion de base. Notre plexus solaire, hein, le centre, du plexus solaire donc, qui est le centre du «je suis» et des émotions, s'il est dans son plein potentiel, son émotion, c'est la joie. Et donc tout ce qui est joie me ramène vers moi. Mais il y a toujours ce petit conflit, parce on a nos 2 cerveaux principaux, hein, le Mmh mh. cœur et le cerveau. Oui. Et souvent, quand on a un choix à faire ou une décision à prendre, on va peut-être avoir un «waouh» du côté du cœur. C'est «waouh, c'est ça que je veux», et puis juste après, l'info, elle arrive au cerveau et puis le cerveau, il dit: «Ouf, ouais, mais attends», et lui, il va nous parler justement de sécurité, de «c'est inconnu, on ne sait pas, lâcher la propre l'ombre», et cetera, et cetera. Mmh. Et et c'est là qu'on peut, bah, ne pas faire les choix du cœur, faire les choix du mental,
et ne pas aller dans la bonne direction. Alors que si on peut choper ce waouh au passage et dire Mmh. mon cœur il veut aller là, mon cerveau il va juste du coup non pas remettre en question ce que mon cœur veut, mais dire ok comment. Parce que en tant qu'exécutant, notre cerveau il est formidable, Mmh. mais pas en tant que décisionnaire. En tant que décisionnaire, c'est notre cœur, et puis après en tant qu'exécutant, notre cerveau pour lui dire c'est ça qu'on veut, comment est-ce qu'on y arrive? Alors là, il est extraordinaire et à la fois d'imagination, mais aussi de magnétisme. Donc, faire que les opportunités se présentent à nous, il va faire son job. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction ou la loi de résonance, car c'est vrai que le cerveau est, disent certains, est un incroyable émetteur, heu, qui va justement, par ses vibrations, attirer des expériences qui sont en phase avec nos pensées. Voilà, tout à fait. Et donc, ça peut être enfin, je pense que c'est le seul poteau indicateur qui soit intéressant, c'est se dire, tiens, j'ai une décision à prendre, la joie, elle est par où, la sécurité, elle est par où, ou le connu est par où, le confort est par où, etc. Et toujours suivre la joie. Et ça n'empêche pas aussi de se dire, tiens, je pensais que là, j'allais trouver la joie, finalement, non. Bon, ben, je bifurque. Et c'est comme ça, la vie est un chemin. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire que on peut se fixer des objectifs. Et c'est important de se fixer des objectifs. Mais l'objectif, ce n'est pas d'atteindre l'objectif. Mmh. L'objectif, c'est le chemin. Parce que si je me dis que je serai heureuse quand j'aurai ceci, quand j'aurai atteint ça, quand, etc., ben, une fois que j'aurai atteint ça, en fait, je me rendrai compte, ben non, zut alors, est-ce que je me suis trompée d'objectif? Non. Et puis j'ai d'autres objectifs, et donc je me dis, ah oui, mais c'est parce qu'en fait, il me faut encore ceci, ceci, cela pour être heureuse. Donc, Ouais, je suis heureuse ici et maintenant, ou je ne le serai jamais. ouais. Et intégrer cette notion de chemin. La vie, c'est un jour après l'autre, et tout en avançant vers nos objectifs, se dire que comment est-ce que je fais pour que aujourd'hui soit la plus belle journée. Mmh. Alors comment tu fais toi? Parce que c'est vrai qu'il y a je te posais cette question parce qu'il y en a, enfin, il y a certaines personnes qui parlent de méditation et cetera et c'était en phase aussi un peu enfin, j'aurais pensé que c'était aussi assez en phase avec ce que tu suggérais, mais ce que j'aime beaucoup avec ton approche, c'est que c'est encore plus simple que la méditation parce que certains ça fait peur à certains la méditation, d'avoir ce temps où, de consacrer à soi, où on ne sait pas trop, comment on s'y prend, faire le vide ou pas. Enfin, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu impressionnées ou un peu, comment dire, dubitatifs par rapport à la méditation, même si, enfin, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça a plein d'aspects positifs sur la santé. Il y a même des hôpitaux qui s'en servent pour permettre à leurs patients d'aller mieux, etc. Mais c'est vrai que toi, dans l'approche de la joie, ça, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde a déjà été joyeux et finalement, tout le monde peut apprendre à écouter sa joie et donc je trouve que c'est un guide qui est peut-être encore plus simple que, le fait de se dire: «Oui, il faut que je médite, il faut que je participe à, voilà, à ce temps de silence avec moi-même». Ouais, parce que là, tu viens de citer un super ennemi de la joie, c'est Mmh. le fameux il faut. Ouais. Si il faut que je médite, si je médite avec joie, super, médite. Mmh, Mais s'il faut que je médite, non, ne médite pas. mmh, Euh, et de nouveau, alors il y a peut-être plein, et je ne suis pas une spécialiste dans la matière, mais pour moi, la méditation, c'est la contemplation et la pleine présence de ce qui est là dans l'instant. mmh, Est-ce que ça se fait assis en lotus, le dos bien droit et les mains avec un certain mudra, etc. Bah oui, si ça te fait plaisir. Mais si toi, ça te fait plaisir de le faire, donc d'être pleinement à toi et à ce qui est, en dansant, en dessinant, en te promenant dans les bois, ben dessine, promène-toi dans les bois, tu vois, de nouveau, ne pas aller chercher des recettes, c'est aller chercher à l'intérieur. mmh. Moi, qu'est-ce qui me met en joie? Moi, qu'est-ce qui me fait du bien? Et moi, qu'est-ce qui me rend vivante?
Mmh. Pas parce que bah, qu'est-ce qui me fait du bien, les plaisirs éphémères, qui peuvent me donner un sentiment de satisfaction, mais passager, mais quelque chose de plus profond là. Oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que je ce côté, dis-moi ce que je dois faire pour être heureux et puis si je tombe sur un maître qui ne jure que par la méditation, et je vais me faire chier à méditer peut-être, tu vois? Et je vais me perdre en fait puisque c'est pas mon chemin à moi Ouais, ouais. et donc alors c'est pas pour ça qu'il faut pas, se faire aider parfois par des personnes extérieures et cetera. C'est nécessaire aussi sur le chemin, mais toujours si on reste connecté à soi à l'intérieur avec son libre arbitre en disant: «Tiens, je vais écouter cette personne-là, voir ce dont elle parle, voir si ça m'inspire». Parce qu'on apprend par l'exemple, on apprend par le contre-exemple. Donc c'est intéressant aussi de voir des personnes où on se dit: «Ah non, ça j'aime pas du tout». OK, je sais que ça ne me correspond pas. C'est intéressant aussi de le savoir. Ouais, Mais toujours d'écouter le: «Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me grandit? Est-ce que ça vibre en fait? Est-ce que ça vibre en moi? Oui ou non?» Et si c'est «il faut, je dois», alors, non. ouais, tout à fait. Oui, j'aime beaucoup, cette manière de voir les choses, hein, que je trouve très sage. Pour revenir à des choses finalement, un peu plus concrètes qui vont peut-être, rassurer et encourager le public qui nous écoute. Comment finalement tu as démarré ton aventure, de kinésiologue ou et de coaching? Comment ça s'est goupillé pour toi, en fait? Au départ, assez simplement, en fait, j'ai eu la chance que, pour, l'activité de kinésio, un médecin vienne me voir et soit bluffé et du coup, ben, il m'a envoyé évidemment beaucoup de sa patientèle et donc après avec le bouche à oreille, c'est comme ça que ça s'est installé. Mmh. Mais je reviens au fait que, heu, ça s'installait et puis j'ai vu ce moment où je me suis dit: «Mais ça va pas, je c'est pas cette vie-là que je veux» Mmh. et comme par hasard, du jour au lendemain, tout s'est effondré. Donc plus de clients, enfin ou très, très peu en tout cas et mais donc merveilleuse synchronicité. C'était le moment de me poser et de me dire: «OK, je fais quoi?» Et donc là, j'ai cherché pas mal de trucs et justement, j'ai c'est à ce moment-là que j'ai beaucoup, exploré le monde de l'entrepreneuriat pour voir ce qui existait et je me suis beaucoup fait mal à aller dans des voies de coaching qui me correspondaient pas du tout, les coachings triangles là, «sors-toi les doigts du cul» et cetera. Hem Moi, je dirais, mais les peut-être plus profond pour aller voir à l'intérieur ce qui se passe, tu vois? Et donc voilà, ça a été une période, peut-être un peu compliquée, mais aussi très enrichissante parce que, j'ai vu plein de choses, j'ai appris plein de choses, mais j'ai pas trouvé ma voie Mmh. et donc j'ai appliqué la même recette que quelques années auparavant, qui est de dire: «Là, je sais plus ce que je dois faire, donc je ne fais plus rien» et mmh et là, ça a été assez vite aussi, parce que un mois, je crois, après m'être dit ça: «Mais maintenant, je ne fais plus rien, je me fiche la paix sur le plan pro, je vais m'inscrire à un atelier de poterie et on verra bien» et là, je crois que c'est la deuxième fois où j'allais, à l'atelier de poterie que je reçois un coup de téléphone d'une dame, dont j'avais suivi un cours de kinésio qui m'avait passionnée et à qui j'avais dit à l'époque, parce qu'elle parlait du jour où elle prenait sa pension et je lui avais dit: «Mais le jour où tu prends ta pension, tu m'appelles parce que toi, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais ton cours, il peut pas disparaître». Et donc là, elle m'appelle en me disant: «Voilà, je prends ma pension, est-ce que ça te dit toujours de reprendre mon cours?» Et ça a été, waouh! Donc voilà, une nouvelle voie qui s'ouvrait, qui fait que, Mmh. je garde l'activité de kinésiologue parce que enfin, j'adore ça, mais j'adore ça aussi parce que justement, ça ne prend pas ce côté routinier, ça ne prend pas toute ma vie et j'ai d'autres choses qui sont importantes. Et là, j'ai commencé du coup le côté formatrice, parce que j'ai commencé à donner des cours de kinésio, donc c'est un cours qui est axé sur tout ce qui se passe jusqu'à la naissance. Donc, depuis avant la conception, toute la vie intra-utérine et le moment de la naissance. Mmh. Et donc là, j'ai ajouté à mon arc, ou alors je devrais plutôt le traiter de harpe, j'ai ajouté à ma harpe la corde formation, qui a du coup ouvert
les choses sur d'autres formations, parce qu'après, j'ai commencé à donner un cours sur l'utilisation des sons dans les séances de kinésiologie. Et puis, j'ai commencé à animer des stages qui ne sont pas, eux, adressés aux kinésiologues, mais pour tout public, des stages de développement personnel et spirituel. Il y a des choses comme ça, petit à petit, qui sont mis en place. Et puis, il y a les livres qui se sont invités aussi, puisque le premier livre que j'ai écrit, celui dont tu parlais au début, c'est en fait à force d'entendre mes clients me dire mais on vient chez toi et tout ce que tu nous dis à longueur de séance, on voudrait le reprendre à la maison. Il faut que tu écrives un livre. Et donc j'ai fini par écrire un livre, celui-là, le premier, La liberté d'être soi, la liberté de créer sa vie, qui est un peu le lancement du mouvement pour créer sa vie et me dire, moi, c'est le livre que j'aurais voulu avoir il y a 10 ou 20 ans, qui m'aurait aidé dans ce mouvement-là. Et puis, il y a eu un deuxième livre, et puis il y a eu un troisième livre qui est sorti il y a un peu moins d'un an. Et, et c'est là que maintenant, je me sens complètement à ma place, c'est le fait que ma place, elle bouge tout le temps. Elle s'adapte tout le temps. Mais comme on est tout le temps nous-mêmes en train de grandir, c'est normal que les choses autour de nous grandissent aussi. Bien sûr, et finalement, tu deviens un peu comme la vie qui est le mouvement et tu t'es porté par la vie. Je trouve que c'est un très beau message à la fois de liberté, de joie, et puis d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, tu t'es laissé guider par la vie dans tes différentes entreprises pour finalement arriver à une entreprise qui a rejoint en fait tes deux premiers métiers, je trouve, puisque, enfin, l'un de tes deux, parce qu'il y a eu les dessins animés, mais il y a l'enseignement, il y a la kinésiologie, et tu as rejoint les deux, et plus maintenant le développement personnel et spirituel. Donc, tu proposes également des programmes pour accompagner ceux qui le souhaitent. Je propose pas de programme préétabli comme ça, mais j'offre mes services sous forme de rendez-vous individuels. Et puis, il y en a qui prennent un rendez-vous une fois de temps en temps. Il y en a qui aiment bien être suivis de manière plus récurrente. Et ça, c'est pour moi à chacun de choisir sa façon de faire. Mais, D'accord. mais sinon, quelque part, tout ce que je propose, que ça soit les formations, les stages, les séances, les livres, c'est vraiment tout ce côté soutien pour explorer les chemins de la vie. Parce que ça m'a frappé ce que tu as dit. Tu dis au fond, tu t'es laissé vivre, tu as laissé la vie faire les choses. Mais est-ce que c'est pas ça, la vie? Est-ce que c'est pas ça qu'on est venu faire? Mmh. Regarde n'importe quel magnifique arbre gigantesque ou une magnifique toute petite fleur aussi, hein, mais c'est pour prendre l'exemple énorme. Mmh. C'était une toute petite graine à la base. Est-ce que cette graine s'est posée des tas de questions pour savoir si elle allait devenir justement une petite pâquerette ou un énorme séquoia? Non, elle est devenue séquoia parce qu'elle avait le programme séquoia. Et nous, on est pareil à notre conception. On a, je ne sais pas si tu imagines cette espèce de magie-là, il y a Mmh. une toute petite cellule unique, et cette cellule-là, alors qu'elle est qu'une, elle contient le programme de tout ce qu'on voit là, de la peau, les ongles, les cheveux, les yeux, et tout ce qu'on ne voit pas aussi, qui est à l'intérieur, les muscles, les tissus, les Mmh. organes. C'est juste un truc de fou. Et puis on laisse faire, et ça se fait tout seul. Mmh. Sauf que nous, on s'est compliqué la vie en tant qu'être humain à mettre des choses qui sont tellement à l'encontre de la vie qu'on croit qu'on doit faire des choses qui ne sont pas vivantes. Et finalement, c'est nous qui sommes moins vivants. Et c'est vrai, on a perdu ce lien et ce contact avec la vie vivante. Et Mmh. je pense que le premier objectif, si on veut vivre une vie vivante, c'est de laisser la vie s'exprimer en nous, et donc à travers nous. Ouais. Oui, tout Mais à fait, oui, c'est voilà, où on en revient à ce côté lâcher toutes ces structures qui sont tellement celles qu'on nous a apprises et dans lesquelles on a baigné, qu'elles nous sécurisent. oui, et qui sont liés au mental, en fait. C'est que le mental est très, programmé justement par toutes ces structures pour justement nous protéger d'une certaine manière, et donc il y a souvent cet a antagonisme entre le cœur, hein, qui est lié à la vie, à notre âme,
et le mental. Et donc parfois, il faut apprendre à lâcher un peu tout ce contrôle-gestion qu'on qu'on veut en permanence infliger à notre vie, pour se laisser porter par le cœur, par la vie qui nous parle. Et c'est vrai que le langage de la vie, je dirais que c'est l'amour, c'est le cœur, en fait. C'est cette joie, qui te guide et qui nous guide tous, mais qu'on n'écoute pas assez, souvent, parfois, parce qu'on est pris justement dans ce tourbillon de choses à faire et Ouais, et et qu'on est pris dans nos schémas, qu'on est pris dans ouais. nos croyances, qu'on est pris dans nos peurs. Mmh mh. Voilà. Et que c'est juste le fait de faire du tri là-dedans, mais de nouveau, c'est un chemin et ça se fait un pas après l'autre. Et c'est juste peut-être qu'à chaque pas, se demander, c'est un peu comme si on avait un sac à dos hyper lourd sur le dos. Et puis, une fois que je commence à avoir un peu mal aux épaules, je peux me dire, tiens, mais est-ce que j'ai encore besoin de tout ça? Mmh. Bah, en fait, j'ai pris 10 t-shirts. Et si j'en gardais que 2, un sur moi et un dans le sac, et puis je tourne. Mmh. C'est un peu l'image hein, du pèlerin, quoi, qui il avance sur son chemin, et plus il avance sur son chemin, plus il se pèle. Ben, nous, on a à se peler de tous les schémas qu'on a appris qui ne nous servent pas, parce que c'est vrai, on est fait de croyances, etc., mais les croyances, elles se changent. Ouais. Et au fond, c'est se demander, oh, bah, je fais ça parce que j'ai telle croyance, est-ce que cette croyance me sert? Est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle me fait grandir? Bah, si oui, je la garde, sinon, et si je la transformais? D'accord c'est intéressant ces croyances. Est-ce que tu penses que justement les croyances auxquelles tu fais allusion, elles peuvent avoir un effet sur la santé? Parce que toi qui es kinésiologue, qu'est-ce que tu vois comme schéma, qui crée des problèmes chez les gens qui les amènent finalement à venir te consulter en tant que kinésiologue? Est-ce que tu vois une tendance ou à chaque fois c'est très différent en fait? C'est très différent parce que la kinésiologie, ça s'adresse vraiment à tout et n'importe quoi en gros, puisque le principe de la kinésiologie, c'est Mmh le fait mh. de faire parler le corps. Mais donc, que tu aies une douleur physique ou une douleur émotionnelle, on peut faire parler ton corps de cette douleur, le faire parler de la douleur pour le faire parler de comment on peut l'enlever, cette douleur-là. Donc, Mmh. alors après, il y a autant de kinésiologie qu'il y a de kinésiologues, parce qu'on s'approprie aussi la façon de faire. Et puis, il y a aussi nos affinités qui fait qu'on attire plutôt certaines catégories de personnes et moins d'autres. Et que par rapport à mon parcours et par rapport à qui je suis, moi, c'est tellement ça qui m'anime, ce côté, mais explorer les chemins de la vie. Parce que j'ai tellement exploré les chemins de la non-vie pendant 35 ans que je sais à quel point c'est douloureux. Mmh. Et que après, quand j'ai commencé à explorer les chemins de la vie à partir de 35 ans, j'en ai 47, hein, et donc ça n'a pas été. J'ai décidé que je ne ferais plus rien qui ne soit facile et qui ne fasse waouh. Mais au début, c'était pas facile comme directive de vie, en fait. Et Oui. donc, euh, et donc voilà, j'ai ce truc-là qui me tient à cœur de transmettre, de allez-y. Après, il y a moyen d'adoucir le chemin, il y a moyen de faciliter le chemin, et à chacun de trouver, voilà, de trouver ses moyens. Mais donc, c'est plus ce genre de personnes-là que je viens trouver chez moi, des personnes qui ont du mal quelque part à accepter leur incarnation parce qu'elles ne se Mmh. retrouvent pas dans ce monde-là en se disant mais qu'est-ce que je fous là? Mmh. Et voilà. Et le fait de pouvoir se rendre compte que euh, on peut avoir une certaine tendance à associer la vie à la souffrance. Alors, j'utilise le mot souffrance exprès, mais par exemple, le fait de il faut travailler dans la vie, Mmh. ça, moi, je le mets dans le package souffrance. Pourquoi? Parce que dans cette phrase-là, il y a il faut, et parce qu'il y a travailler. Et le mot travail, son étymologie, ça nous renvoie quand même à un instrument de torture. Travail, ça vient de tripalium en latin, qui est un instrument de torture. Et donc, on passe la plus grosse partie de notre vie à faire quelque chose qui porte ce mot-là. Les mots, c'est pas anodin. Les mots ont une certaine vibration, donc une certaine énergie. Et donc, le fait qu'on utilise un mot qui désigne un instrument de torture pour
parler de ce qu'on fait la plupart de notre temps et dont on parle même déjà au moment de l'accouchement. C'est L'accouchement, vrai, il y a le travail. tout à fait, oui. Mmh. Et pour moi, c'est comme s'il y avait une espèce de truc qui se refermait, de chape qui se refermait sur nous, de trouver normal la souffrance. Mmh. Trouver normal de faire des choses qu'on n'aime pas faire, en fait. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et Comme conditionnement dès le plus jeune âge. Mmh. voilà, dès tout de suite. Et puis Mmh. après, bon, il faut aller à l'école, et puis après, il faut travailler, etc., etc. Heu, il y a à sortir de ce conditionnement-là, parce Mmh. que à partir du moment où on pense vraiment qu'il faut travailler, qu'il faut gagner sa vie, mais non, elle est là, la vie. Il faut au contraire la laisser jaillir. Oui, C'est tout un autre état d'esprit, mais qui fait qu'on associe souvent la vie à la souffrance et qu'en fait, la souffrance, elle ne vient que du manque de vie. tout à fait. Et bon, quand je parle de souffrance, c'est une petite douleur émotionnelle, un mal-être, enfin un mal-être. Après, quand on a un mal-être, manque de vie, en général, après, il grossit et puis il devient un symptôme physique ou alors une dépression, un burn-out, et tous ces machins-là. Ça vient juste nous dire qu'on n'est pas au bon endroit. Exactement, ouais, ouais, c'est le fait qu'il y ait une friction, qu'il y ait un manque de lâcher prise et de d'acceptation. C'est la non-acceptation peut-être, la souffrance. Quand on accepte, est-ce qu'il y a elle peut encore, avoir lieu? Ah bah, ça dépend de ce qu'on parle d'accepter, Oui, hein. Parce qu'il y a le accepter qui rime un peu avec subir oui, c'est et il y a ça. le accepter qui est accepter, pour moi, la vraie définition, c'est regarder les choses en face. Mmh. C'est dire, je me rends compte que la façon dont je vis ma vie, là, pour l'instant, ça me fait souffrir, ça me rend malade, ça ne me correspond pas. Et si je veux bien le regarder en face, bah, je vais faire les changements nécessaires. Mais c'est tellement dur pour nous, êtres humains, ces fameux changements-là. Mmh. On aime tellement notre sécurité, notre zone de confort, euh, que quand il faut en sortir, c'est pour ça que souvent, et moi la première, on attend pas le choix, on attend la grosse maladie, on attend la grosse maladie, ou bien je me fais virer. Ah, là j'ai plus le choix, je dois changer. Et en Ouais, fait, ouais. le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire, c'était de me virer parce qu'il fallait vraiment que ça s'arrête, quoi. Mmh. C'est un peu les coups de pied au cul de la vie, ça. Parfois, on attend les coups de pied au cul de la vie parce que c'est difficile de sortir d'une zone de confort. Mais heureusement, les coups de pied de la vie sont là et ils sont faits pour. Oui, oui, Donc, et j'aime beaucoup. Merci pour effectivement cette clarification, entre le fait d'accepter, en fait, l'acceptation, parce qu'il y a certains livres, comme Lise Bourbeau que tu as dû lire, qui parlent de l'acceptation, et c'est vrai que c'est très important je trouve, de ne pas faire cette erreur, de croire que accepter, c'est subir. Non, en fait, l'acceptation telle que tu le présentes et telle que c'est, je crois effectivement que c'est, le fait c'est un exercice de lucidité, c'est accepter la réalité de la vie, en fait, la réalité de sa vie et de ce qu'elle a à nous dire, et d'accepter son message et le message de notre corps. c'est ça. Et ça va avec la notion de responsabilité. Ouais, Je suis responsable de ma vie. Donc là, ben, je prends les choses en main et je fais ce qu'il y a à faire. tout à fait. Ben, je trouve que c'est un super beau message de fin. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Ah ben, à part te remercier pour l'invitation, remercier toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et leur souhaiter vraiment le meilleur, de prendre soin d'elles et de prendre soin de la vie qui est en elles, parce que la vie, en fait, elle n'attend que ça. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Patricia. Merci pour ce très beau témoignage, hein. Je trouve qu'il est très inspirant. Et j'espère que ben, on va créer plein d'émules qui auront envie d'être pleinement vivants, de prendre ce chemin de joie, d'épanouissement personnel, d'amour de ce qu'on fait, et qu'ils voilà, qu'ils ne seront plus dans le travail, mais dans l'œuvre Oui, et dans la vie. ou la musique, la harpe. Voilà, ajouter toutes les cordes qui leur plaît. Ouais. Ouais. Mais et tu reviens avec l'image de la harpe et j'aime bien parce que c'est une harpe.
et c'est sortir de nouveau aussi des dichotomies, il y a le travail, il y a les loisirs, il y a la vie professionnelle, il y a la vie personnelle. Non, il y a un instrument et puis plein de cordes et qui crée une mélodie, extraordinaire ou s'il y a une corde justement qui est un peu désaccordée, eh bien, on la réaccorde pour qu'elle retrouve l'harmonie avec les autres et que tout ça sonne juste. Bien formidable. Merci pour cette note musicale de la fin. Et Avec puis, plaisir. ben, bonne continuation à tous. C'était une très belle ouverture de ce sommet. Merci Patricia. Merci à toi Martine, merci à tout le monde. Au revoir.